téléspectateurs, bienvenue à notre émission. Nous recevons sur ce plateau Maître Norbert Nkulu Mitumba Kilombo, cadre de la majorité présidentielle et délégué au pourparlers de la SYNCO. Sa contribution à cette émission permettra à l'opinion de comprendre la culture du dialogue qui s'enracine en République démocratique du Congo. Et le thème retenu, c'est les pourparlers de la SYNCO, une culture de dialogue en République démocratique du Congo. Bonsoir, maître. Bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé la tenue des pourparlers de la SYNCO? La tenue des pourparlers de la SYNCO s'inscrit dans la tradition devenue permanente dans notre pays de dialogue pour trouver des solutions aux problèmes notamment politiques qui se posent dans notre pays. C'est ainsi que tous les 2 mandats du président Joseph Kabila Kabange ont été placés sous le signe du dialogue. En effet, dès son accession au pouvoir, en mars 2001, le président de la République avait réuni autour de lui les acteurs politiques, les animateurs de la société civile, afin d'examiner ensemble la situation politique du pays. Au début de son second mandat, en décembre 2011, le président de la République a lancé un appel pathétique à tous les Congolais. Jacques, vous permettez, pour que je ne trahisse pas la pensée du président, que je puisse lire un extrait de son discours. C'est le président qui parle. Président de tous les Congolais, je reste fidèle à mon ouverture d'esprit traditionnelle. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. Je travaillerai donc avec tous les compatriotes qui ont la passion du Congo et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Au service de la patrie, il n'y a point de camp politique. Seul compte la compétence, le patriotisme et la bonne volonté. Ainsi, malgré la victoire électorale qu'il a obtenue, le président de la République a voulu associer tous les patriotes à cette œuvre de reconstruction du pays. Nous en sommes maintenant au pourparlers de la SYNCO parce que le pays est confronté à une crise. Crise résultant de la non-organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution. Comme je le disais, Jacques, c'est une tradition dans la manière
de gérer le pays. Tradition animée qui conduit chaque fois le président de la République à lancer des initiatives pour que le dialogue se noue entre les Congolais. Rappelez-vous qu'en 2013, le président de la République a pris l'initiative d'organiser les concertations nationales où tous les acteurs, aussi bien de la scène politique que de la scène qui relève de la société civile, ont été invités. Et à l'issue de concertations nationales, un gouvernement dit de cohésion nationale avait été établi. Effectivement, une partie de l'opposition politique qui avait répondu à la demande du chef de l'État est entrée dans le gouvernement. Opposition politique ainsi que les éléments de la société civile. À l'approche des échéances électorales, le président de la République a organisé les consultations présidentielles où tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile avaient été invités. Et quel a été l'objet principal des consultations présidentielles? C'était ensemble trouver la meilleure façon d'organiser les élections. Que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, non conflictuel, afin que vive la démocratie. Ensuite, le président de la République a ordonné à la majorité présidentielle de prendre contact avec les acteurs politiques qui se trouvaient en dehors du pays. C'est ce qu'on a appelé les contacts préparatoires avec l'UDPS à Bruxelles, en Italie et en Espagne. Tous ces contacts ont débouché sur la tenue du dialogue politique national inclusif à la Cité de l'Union africaine. Après ces négociations de la Cité de l'Union africaine viennent de se tenir. Excusez-moi de vous interrompre, maître. Vous nous avez expliqué l'évolution des contacts qui ont été initiés par le président de la République. C'est exact. Il y a eu un dialogue qui a été organisé à la Cité de l'Union africaine. Mais quels sont les résultats auxquels on est parvenu après ces assises? Les négociations tenues à la Cité de l'Union africaine ont produit un document important qu'on a appelé l'accord politique relatif à l'organisation des élections dans notre pays. Et c'était le premier acquis de ces négociations. Ces négociations ont confirmé la CENI dans son rôle, sa première mission d'identifier les électeurs et de les enrôler. L'accord a prévu la tenue des élections du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs à partir d'avril 2017.
il était stipulé également que les élections locales, municipales et urbaines pouvaient se tenir en même temps que toutes les autres élections. Si jamais cela ne se faisait pas, ces élections pouvaient se tenir dans les 6 mois qui suivaient. Et un acquis important de ces négociations de la Cité de l'Union africaine, c'était la formation d'un gouvernement d'union nationale et où la direction du gouvernement, la primature, était confiée à l'opposition politique. Il y a eu également un organe appelé comité de suivi pour assurer le déroulement de cet accord. Une chose importante est que du point de vue des institutions, le président de la République, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs, restaient dans leurs fonctions jusqu'à ce que leur successeur soit élu. Et les négociations de la Cité de l'Union africaine ont donc confirmé les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne les institutions dont les animateurs sont élus. Et pourquoi alors l'organisation des pourparlers de la Cinco? Oui. Comme vous le savez, Jacques, les négociations de la Cité de l'Union africaine n'avaient pas réuni toute la classe politique, n'avaient pas réuni toute la société civile ou les représentants des forces vives. Donc, il y avait une faiblesse qui marquait l'accord de la Cité de l'Union africaine. L'inclusivité n'était pas suffisante, d'où, conformément à la tradition, conformément à sa pratique politique, le président de la République a estimé confier la mission de bons offices à la Cinco pour attirer, pour appeler les acteurs politiques et ceux de la société civile qui n'avaient pas pris part aux négociations de la Cité de l'Union africaine. Et qu'est-ce qui ressort maintenant de l'accord signé le 31 décembre 2016 en ce qui concerne les principes directeurs? Oui. Cet accord a été laborieux et d'abord face à la question de l'inclusivité. Les négociations se sont donc déroulées entre ceux qui avaient signé l'accord de la Cité de l'Union africaine et les non-signataires. Du côté des signataires, vous retrouvez la majorité présidentielle, l'opposition politique, l'opposition républicaine et des éléments de la société civile. Et du côté des non-signataires, vous retrouvez le rassemblement, un regroupement politique qui comprend l'UDPS, le G7, l'alternance pour la République, la dynamique de l'opposition et des éléments de la société civile, ainsi que le Front pour le respect de la Constitution. Ainsi, du point de vue des délégués
pour parler de la Cinco, l'inclusivité a été réalisée. La faiblesse initiale qui marquait l'accord de la Cité de l'Union africaine a été ainsi corrigée. En ce qui concerne les principes directeurs ou les principes conducteurs de tous les travaux de la Cinco, les parties prenantes ont réaffirmé le respect de la Constitution dans toutes ses dispositions, ainsi que le respect des lois de la République. Cette affirmation, Jacques, n'est pas un hasard. C'est ce que dit effectivement l'article 62 de la Constitution. Cet article stipule que tous les Congolais, toutes les institutions doivent respecter la Constitution et conformer leur comportement aux lois de la République. Un deuxième principe directeur, c'est le respect des institutions de la République. Ce principe est marqué au chapitre 2 de l'accord de la Cinco. Un troisième principe était que les décisions devaient se prendre par consensus. Ainsi, toutes les dispositions que vous retrouvez dans l'accord de la Cinco ont été adoptées par consensus. Cela est important parce que la question du consensus va rejaillir sur le choix du président du Conseil national de suivi de l'accord. Autrement dit, la désignation et l'acceptation de l'ancien Premier ministre Tshisekedi, président du Conseil des sages du rassemblement, cette désignation a été acceptée de façon consensuelle au regard de la personne qui assumait les fonctions de président du Conseil des sages du rassemblement. J'y reviendrai plus tard. Ainsi donc, le dernier principe qui est affirmé par l'accord, c'est l'exécution de bonne foi. Donc, toutes les parties prenantes se sont engagées à exécuter l'accord de bonne foi. Voilà, Jacques, les quelques principes qui ont guidé nos travaux et qui continuent à guider nos travaux au niveau de la Cinco. Mais maître, l'opposition impute à la majorité présidentielle le blocage de la mise en œuvre de l'accord. Quelle est votre réaction? Non, c'est une accusation qui ne se justifie pas. Cette allégation n'a pas de fondement. En effet, Jacques, avant de répondre à cette préoccupation, voyons d'abord quels sont les résultats de négociations engagées au niveau de la Cinco. Ces négociations ont débouché sur la signature d'un accord politique important, dénommé accord politique global et inclusif. Accord politique global et inclusif. Cet accord a réaffirmé le principe de la refonte totale du fichier électoral, travail que la CENI avait déjà engagé. On a réaffirmé l'organisation des élections en une séquence
comme cela avait été affirmé à la Cité de l'Union africaine. Et le principe d'une structure pour assurer le suivi de l'accord a été accepté. On a affirmé également la nécessité d'établir un gouvernement d'union nationale où toutes les forces politiques et sociales se retrouveraient pour mener à bonne fin le processus électoral. Je reviens à cette allégation qui n'est pas du tout justifiée, qui prétend que la majorité présidentielle bloquerait les négociations de la Cinco. Cela n'est pas conforme à la vérité et à la réalité. Pourquoi? Sans sous-estimer l'engagement, la détermination des parties prenantes à ces négociations, c'est surtout en raison des concessions que la majorité présidentielle a faites dans le cadre de ces négociations. Ce sont ces concessions qui ont permis la signature de l'accord global. Et quelles sont ces concessions? La première concession, sur base de l'accord de la Cité de l'Union africaine, il était dit que les partis politiques, les organisations de la société civile qui n'avaient pas pris part à ces négociations pouvaient y adhérer. Mais pour ne pas bloquer le démarrage justement des négociations de la Cinco, la majorité présidentielle ainsi que les partis qui ont pris part aux négociations de la Cité de l'Union africaine ont renoncé à cela en acceptant les amendements, les améliorations de ce qui a été fait à la Cité de l'Union africaine. C'est donc une première concession. Une deuxième concession, c'est l'ouverture du gouvernement à l'opposition politique. Et non seulement le gouvernement est ouvert à l'opposition politique et à la société civile, au sein de l'opposition politique, la direction du gouvernement est confiée au rassemblement. C'est une concession importante, majeure, pour l'avancée des négociations. Une concession, c'est l'acceptation par consensus, l'acceptation par la majorité présidentielle de M. Tshisekedi, ancien Premier ministre, président du Conseil des sages du Rassemblement, comme président du Conseil national de suivi. Une autre concession, la majorité présidentielle a accepté qu'au niveau du bureau du Conseil national de suivi, le Rassemblement puisse encore avoir un poste, le poste d'orchesteur, est attribué au Rassemblement. Le Conseil national de suivi n'a pas été perçu comme un simple service, une simple structure. On a estimé bon d'élever cette structure au rang d'institution d'appui à la démocratie. Donc ce sont toutes ces concessions de la part de la majorité présidentielle
qui montre que la majorité présidentielle ne cherche pas, n'a pas l'intention de bloquer les négociations. Vous chercherez, en fouillant dans tous les sens, l'accord pour trouver les concessions que nos amis, nos frères du Rassemblement auraient faites. Il n'y en a pas. Ils ont certainement la bonne volonté, l'engagement qu'on parachève, qu'on finalise les accords. Mais les concessions concrètes et d'importance majeure ont été réalisées par la majorité présidentielle. C'est cela qui a permis la signature de l'accord global et inclusif du centre interdiocésain. Mais oui, Jacques. Cet accord-là, parce que vous insistez beaucoup sur l'accord du 31 décembre 2016, cet accord est lié aux modalités pratiques de pourparlers et de plutôt des arrangements particuliers. Mais est-ce que vous pouvez expliciter cela pour que nos téléspectateurs puissent bien pénétrer votre pensée? Merci Jacques pour cette question. Non seulement nous sommes venus mettre à la disposition de l'opinion des éléments qui lui permettront d'apprécier ce qui se fait, c'est même une mission de clarification que nous voulons accomplir à la suite de votre invitation. La philosophie qui a été suivie par les parties prenantes au niveau de la SYNCO, c'est d'avoir d'abord un cadre avec les principes d'ensemble, avec les principes généraux. Et tous ces principes sont coulés dans l'accord global et inclusif. Et cet accord a prévu un autre, qu'on dira petit accord, qui aura pour mission de mettre en œuvre l'accord global. C'est au niveau de la mise en œuvre de l'accord global que les parties prenantes ont estimé qu'il faut prendre un arrangement particulier. C'est cet arrangement particulier qui va arrêter, déterminer les modalités pratiques en vue de réaliser les principes qui sont coulés dans l'accord global. Et quelles sont les questions qui seront traitées? Oui. Strictement au terme de l'accord global, c'est la mise en œuvre de 3 principes essentiels. Principes qui sont dans l'accord. Le premier principe, c'est celui qui se rapporte à la gestion inclusive des affaires de l'État au niveau de l'exécutif national. Autrement dit, la question de la formation du gouvernement. Okay. Il faut donc arrêter des modalités pratiques pour la réalisation de ce principe. Comment ce principe va être réalisé au niveau de l'arrangement particulier? C'est la question de la taille ou du format du gouvernement. L'accord global ne dit rien sur la taille, sur le format du gouvernement. La taille, le format du gouvernement, la nomenclature des ministères, la structuration du gouvernement. Bien sûr, il y a un Premier ministre. Y aura-t-il des vice-premiers ministres? Y aura-t-il des ministres d'État?
Des ministres, vice-ministres, c'est certain. Premier ministre, ministre, vice-ministre, ce sont des éléments obligatoires au regard de la Constitution du gouvernement. Mais il y a les éléments vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué, c'est laissé à l'appréciation de ceux qui constituent le gouvernement. Ces questions donc, taille, nomenclature, structuration du gouvernement, répartition des ministères, ne sont pas dans l'accord. Ces matières seront traitées, examinées dans l'arrangement particulier. C'est la mise en œuvre du principe de la gestion inclusive adopté dans les négociations de la CINCO. Un deuxième principe qu'énonce l'accord, c'est que le Premier ministre aura la plénitude de ses prérogatives constitutionnelles. Nous aurons donc un Premier ministre qui a mandat d'assumer ses prérogatives constitutionnelles sans aucune restriction. Un troisième principe, c'est le Premier ministre sera présenté par l'opposition politique Rassemblement. Et ce Premier ministre qui est présenté par le Rassemblement sera nommé par le président de la République, conformément à l'article 78 de la Constitution. Maintenant, nous sommes en train de chercher à déterminer les modalités pratiques concernant la mise en œuvre de ce troisième principe. Jacques, oui, c'est pour être plus complet. Dans l'accord, on indique ces trois principes. Maître, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Mais la désignation du Premier ministre n'est pas perçue de la même manière. Est-ce que vous pouvez y revenir, donner plus... Précisément, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans ce chapitre, au sein de l'accord, il y a 5 paragraphes. Le premier paragraphe porte sur la gestion inclusive du gouvernement central. Le deuxième paragraphe, c'est celui qui affirme que le Premier ministre exercera la plénitude de ses prérogatives. Le troisième paragraphe, c'est celui qui dit que le Premier ministre sera présenté par le Rassemblement. Le quatrième paragraphe dit les modalités pratiques pour la mise en œuvre de ces trois principes seront déterminées par l'arrangement particulier. Et l'arrangement particulier fera partie intégrante de l'accord. Donc, à ce stade-ci, nous sommes au niveau d'arrêter, de déterminer les modalités concrètes pour qu'on arrive à la nomination du Premier ministre. Et le cinquième paragraphe dit la mission principale du gouvernement, c'est d'organiser les élections. Voilà les 5 paragraphes qui sont dans l'accord. Mais dans cet accord, vous ne trouvez pas le nombre des ministères. On ne trouve pas la répartition des ministères entre les différentes composantes. Ce sont des matières qui seront justement traitées dans l'arrangement particulier. Effectivement, nos amis du Rassemblement
disent qu'ils ne peuvent proposer qu'un candidat. Mais en réalité, lorsque nous disons que le Premier ministre sera présenté, c'est en fait le candidat. Il ne sera Premier ministre qu'après la signature de l'ordonnance du chef de l'État. La thèse donc du rassemblement, c'est présenter un candidat. La majorité présidentielle avait mis la barre très haut, 10 candidats, 7, 5, et à ce moment-là, les évêques qui suivaient cet échange entre le rassemblement et la majorité présidentielle ont suggéré au rassemblement de présenter 3 candidats. La proposition de présenter 3 candidats provient des évêques. La majorité présidentielle ne s'oppose pas. Elle accepte la proposition des évêques, de sorte que la balle se trouve dans le camp du rassemblement. Si les évêques qui conduisent les négociations ont suggéré au rassemblement de présenter 3 noms, mais pourquoi le rassemblement ne choisit pas en son sein 3 noms seulement, pour que le chef de l'État puisse exercer sa prérogative de nommer le Premier ministre? En fait, présenter un seul nom, cela signifie que c'est le rassemblement qui nomme. Non. Ensuite, c'est ce qui est important, la modalité pratique que nous recherchons, mais se fonde sur le paragraphe 4 de l'accord. Ce n'est pas une invention de la majorité présidentielle. Je vous ai dit tout à l'heure la répartition des ministères entre les composantes, la taille du gouvernement, la nomenclature des ministères, tout cela n'est pas dans l'accord. Donc, ce sont des modalités pratiques pour qu'on arrive à former le gouvernement. Il faut aussi des modalités pratiques pour qu'on arrive à la nomination du Premier ministre. Il va de soi que les 3 candidats proviendront du rassemblement. Ça ne sera pas quelqu'un du PPRD. Non, ça sera quelqu'un du rassemblement. Vous voyez, donc, cette affaire de primature, la majorité présidentielle ne cherche pas à bloquer. Elle a fait, elle qui détient la majorité parlementaire, elle a fait une concession importante de confier la direction du gouvernement à quelqu'un du rassemblement. Au rassemblement de faire aussi cette concession. Et puisqu'on est sur les modalités pratiques, le président de la République, en recevant les évêques, a précisé la modalité pratique que le rassemblement désigne son président du Conseil des sages et le président du Conseil des sages lui apportera la liste de 3 noms. Ça sera un contact direct entre le président du Conseil des sages du rassemblement et le président de la République pour que cette question soit vidée. Oui. Est-ce que nous pouvons aborder un autre aspect dont on parle souvent, le glissement? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, Jacques. Pendant un temps, cette théorie du glissement était mise en relief.
Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, et c'est ça les acquis et des négociations de la Cité de l'Union africaine et des négociations de la CINCO, c'est que maintenant, les acteurs politiques et les acteurs sociaux font tous la même lecture des dispositions constitutionnelles. Article 70, alinéa 2, article 103, alinéa 2, article 105, alinéa 2, qui disent que les animateurs, le président de la République, les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, restent en fonction jusqu'à l'installation effective de ceux qui seront élus pour les remplacer. À ce moment-là, cette théorie du glissement est balayée parce que, Jacques, les députés de l'opposition, les sénateurs de l'opposition, députés de l'opposition, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial, tous restent dans les institutions. Et ce maintien dans les institutions est conforme aux dispositions constitutionnelles. Bien, en dehors de cela, je voudrais revenir sur une autre institution d'appui à la démocratie, c'est la CENI. La CENI poursuit sans désemparer l'enrôlement des électeurs et elle vient de réaliser des performances malgré les difficultés rencontrées. Et c'est un travail qui est apprécié. Je voudrais savoir maintenant si par rapport aux arrangements particuliers, il y a des dispositions qu'on a prévues en ce qui concerne le fonctionnement de la CENI. Est-ce que ça sera un remodelage ou une refonte partielle de cette structure? La CENI, à ce jour, continue à battre un travail impressionnant. Et le premier travail pour la CENI, c'est justement l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ce travail avance plutôt bien parce que bientôt, on va atteindre le cap de 15 millions d'électeurs enrôlés. Et au niveau de l'accord global, il est bon de savoir que la CENI comprend 13 membres. 6 sont désignés par la majorité parlementaire. 4 sont désignés par l'opposition politique. Et 3 sont désignés par la société civile. Au niveau de l'accord, faculté est reconnue aux différentes composantes éventuellement de désigner d'autres délégués, mais conformément à la loi qui organise la CENI. C'est une faculté qui a été reconnue aux composantes qui envoient leurs délégués à la CENI. Bien, je crois que pour le moment, nous tendons vers la fin de cette émission, mais je voudrais revenir sur l'extrait du discours du président de la République que vous avez évoqué au début de cette émission. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, prône souvent la paix, la cohésion, le dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation comme voie de la sagesse. Quelle est votre réaction par rapport à ce message? Oui, Jacques, je vais réagir à cette question. Mais pour revenir à la question des modalités, effectivement, l'opinion semble dire, mais pourquoi cette question de liste? Cela n'a pas été prévu dans l'accord. L'accord, comme je l'ai dit, a prévu les principes.
les modalités de mise en œuvre de ces principes, c'est l'objet de l'arrangement particulier. De deux, il n'y a pas que la question du Premier ministre où il y a les modalités, mais il y a la formation du gouvernement même. Les modalités pratiques pour qu'on arrive à dire qu'il y aura 55, 40 ministres, c'est dans l'arrangement particulier. Et ensuite, le Conseil national de suivi, 28 membres, 6 membres au bureau, la répartition aux composantes de ces membres, ce n'est pas dans l'accord. Ça sera l'objet de l'arrangement particulier. Donc, il y a la formation du gouvernement, la désignation, la nomination du Premier ministre, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord. Ça sera dans l'arrangement particulier. Et à cela, on a ajouté le chronogramme de ce qui a été fait pour qu'on arrive à la réalisation, à la mise en œuvre de l'accord. Ça sera dans l'arrangement particulier. Et toujours au niveau de l'arrangement particulier, Jacques, vous pouvez lire de la première ligne à la dernière ligne l'accord global. On ne parle pas du profil du Premier ministre, profil des ministres, profil des membres du Conseil national. Mais cette question a été examinée à la SYNCO et cette question a obtenu un consensus des parties prenantes. Il n'est donc pas dit que dans l'arrangement, on reprend ce qui est dans l'accord. Non, l'arrangement vient enrichir l'accord dans ses aspects pratiques de mise en œuvre. C'est ainsi, Jacques, toujours au niveau du Conseil national, dans l'accord, effectivement, on a mis président du Conseil des sages. Les 3 vice-présidents, l'un proviendra de la majorité présidentielle. Le deuxième, de l'opposition politique signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Le troisième proviendra du Front pour le respect de la Constitution, le MLC et ses alliés. Ces 3 vice-présidents, auxquels il faut ajouter le rapporteur, qui viendra de la société civile, et le questeur, qui viendra du rassemblement, on n'a pas mis leurs fonctions, on ne les connaît pas au moment où on signe l'accord. On ne les connaît pas. Par contre, on identifie le président du Conseil national de suivi. C'est feu le président Tshisekedi, parce qu'on a mis sa fonction de sorte que cette question a obtenu le consensus sur la personne du président du Conseil national de suivi. Je reviens maintenant à votre question. Si vous pouvez me rappeler. Je disais tout à l'heure que pour l'intérêt supérieur de la nation, le président de la République prône la paix, la cohésion, le dialogue comme voie de la sagesse. C'était ça la question, je demandais votre réaction. Oui, effectivement, le dialogue est une pratique consacrée par le chef de l'État face aux problèmes majeurs, importants de notre pays. Et
le chef a pris plusieurs initiatives pour que les solutions soient trouvées dans le cadre d'un dialogue. Ainsi, le président de la République, Joseph Kabila, c'est un homme de paix, un homme de dialogue et de concorde. Il est disposé à travailler avec tous les Congolais, quel que soit leur parti politique, pourvu que ce soit des patriotes. Il l'a dit dans son discours d'investiture. Et au nom de la paix, justement, la majorité présidentielle a accepté une concession majeure. Messieurs du Rassemblement, prenez la direction du gouvernement. Prenez la primature pour qu'ensemble, nous puissions réaliser les élections dans la paix, dans la concorde et dans l'harmonie. La question ou la querelle des postes ministériels ne devrait pas nous bloquer pour qu'on arrive à finaliser l'arrangement particulier. Parce que tous ceux qui viendront dans les institutions qui seront formées à l'issue des négociations sont tous des Congolais, pourvu que ce soit des patriotes. Mais nous avons foi dans la détermination, dans l'engagement des acteurs politiques et sociaux, et nous pensons qu'avec la bénédiction et la sagesse de la Synco, nous arriverons à signer l'arrangement particulier. C'est sur cette note positive que nous clôturons cette émission. Nous remercions sincèrement Maître Nkoulou pour sa contribution et nous jetons aussi des fleurs à l'équipe technique de la RTNC qui nous a tenu compagnie durant cette émission de grande importance qui vous a permis de découvrir la culture du dialogue qui s'enracine en République démocratique du Congo et à la prochaine.